Salut guys, bienvenue sur ce nouveau format VDJ. VDJ, c'est tout simplement la vie d'auteur avec Jen. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois, en fait, si vous êtes nouveau, c'est forcément la première fois que vous passez par ici, eh bien, je m'appelle Jen, je suis autrice amatrice, fan de livres, d'histoires, d'écriture, de lecture en général. Donc, j'aimerais partager avec vous, à travers cette rubrique, le parcours de différents auteurs. Okay, let's go. On dit toujours, quand vous voulez cacher quelque chose à un Camerounais, mettez-le dans un livre. Pourtant, elle a tout trouvé dans un livre. Elle est née dans le Sahel, dans un monde où la voix des femmes se perd dans le vent chaud du silence. À 17 ans, mariée de force, elle devient l'épouse d'un homme de près de 50 ans. Mais ce n'était que le début d'une longue route parsemée d'obstacles, de drames et de renaissance. Aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes voix de la littérature africaine. Ses mots ont franchi les frontières et touché des centaines de milliers de lecteurs à travers le monde. Voici l'histoire bouleversante et inspirante de Djaïli Amadou Amal. Djaïli Amadou Amal naît en 1975 à Maroua, dans le nord du Cameroun. Elle est issue d'un père camerounais, musulman et imam, retenez bien ce petit détail, et d'une mère égyptienne. Elle grandit dans un environnement profondément traditionnel où les règles patriarcales et le silence imposé aux femmes sont les normes. Aux côtés de ses parents, c'est surtout sa tante paternelle qui l'éduque. Elle lui transmet les valeurs et les cultures Peul parce que sa mère égyptienne, donc étrangère à cette culture, ne s'y connaît pas bien. Un jour, vers ses 10 ans, en accompagnant sa mère chez des amis, elle découvre un livre par hasard. Cela marque le début de sa passion. Elle veut en lire d'autres à tout prix. Problème, dans sa ville, le seul accès à une bibliothèque, c'est une église catholique de la place. Or, son père est imam, vous vous rappelez maintenant, donc fréquenter des églises pourrait être mal perçu par les habitants de son quartier, surtout que ses parents n'en savent rien. Elle trouve alors une stratégie ingénieuse pour accéder discrètement à cette bibliothèque. Je contourne l'église, je vais par derrière, je grimpe sur un arbre, Ah oui. j'escalade le mur. Faut pas me voir comme ça, je suis maîtresse dans l'art de grimper aux arbres. J'escalade le mur de l'église, j'entre comme ça dans l'église et je trouve la petite bibliothèque. Et ça devient mon refuge. Et jusqu'à ce que mon père découvre que j'escaladais le mur de l'église, il me pose la question pourquoi. Évidemment, avec la chicotte à côté. Je savais que c'était mort, c'est pas la peine de mentir. Et donc, je dis la vérité. Et mon père me dit, tu es trop bête, la prochaine fois, rentre pas à la porte. Après avoir obtenu la permission de son père, elle commence par lire des classiques comme Les Misérables, qu'elle va dévorer avec passion. Vers ses 13-14 ans, elle va découvrir la littérature africaine, notamment avec Le Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono et Sous l'orage de Seydou Badian. Ces lectures sont un tournant décisif. Elle comprend que la littérature peut aussi dénoncer les injustices et questionner les normes sociales. C'est aussi le moment où elle commence à mettre des mots sur ses propres doutes. Certaines pratiques culturelles ne sont peut-être pas si normales qu'on veut lui faire croire. Dès l'âge de 12 ans, Djaïli voit ses premiers prétendants se présenter à sa famille. Autour d'elle, ses camarades se marient les unes après les autres. Et à cette époque-là, elle ne voyait pas ça d'un mauvais œil. Pour elle, c'était la normalité. À 14 ans, elle est fiancée à un étudiant. Le mariage est retardé, mais l'idée d'une vie déjà tracée s'installe. Malgré cela, elle poursuit ses études. Elle devient présidente du club de journal de son école et rêve d'un jour présenter le journal télévisé de 20 heures à la CRTV. Pour ceux qui ne savent pas, la CRTV, c'est la chaîne nationale au Cameroun, un peu comme TF1 en France. Le 20 mai, c'est le jour de la fête nationale, la fête de l'unité au Cameroun. Elle défile fièrement avec ses camarades, drapeau à la main, mais à son retour, des autorités administratives se rendent chez elle. Parmi eux, le maire de la ville, un homme de près de 50 ans. Bien qu'elle soit déjà fiancée, on l'oblige à le rencontrer et il exprime directement son souhait de la marier.
de l'épouser, quoi. La deuxième fois qu'elle le voit, en fait, elle ne l'aura vu que 3 fois. La première fois, c'est quand on l'obligeait à le rencontrer. La deuxième fois, les préparatifs du mariage étaient déjà en cours. Et la troisième fois, c'était la nuit de noces. À 17 ans, elle devient la seconde épouse de cet homme. Elle ne voulait pas de ce mariage, mais qui l'écoutait? Ni sa famille, ni la société, sourde à sa douleur pour qui c'était la norme finalement. Plus tard, elle dira que ce type de mariage par persuasion, autrement dit forcé, ouvre la voie à toutes sortes de violences physiques, psychologiques, financières, etc. J'ai fait pendant au moins 3 ans des dépressions, des maladies psychosomatiques, la boulimie, l'anorexie, des crises d'hypertension, des crises de spasmophilie. Si jeune. Je faisais des tentatives de suicide. À cette époque-là, la société trouve toujours des excuses à sa souffrance. Mais personne ne veut voir que ce mariage ne lui convient pas. Malgré tout ça, Jaili n'abandonne pas ses rêves. Elle poursuit ses études et obtient son baccalauréat. Elle se forme ensuite en bureautique, puis en infographie. Elle rêve de devenir indépendante. De cette union va naître un enfant, mais le poids du mariage imposé reste. Un poids qu'elle va porter longtemps jusqu'à ce qu'elle trouve la force de s'en débarrasser. Jaili vit 5 longues années dans un mariage qu'elle n'a pas choisi. Elle subit, encaisse, devient mère d'un petit garçon, mais peu à peu, quelque chose en elle refuse de mourir. Un jour, complètement par hasard, dans son salon, elle tombe sur un agenda vide. Elle commence à écrire, pas pour briller, pas pour publier, mais pour respirer, pour se libérer. Je ne me suis jamais dit à aucun moment, à ce moment-là, que j'allais écrire un roman. Je me suis mise à écrire et quand j'ai levé la tête, il était peut-être 2h ou 3h du matin. J'avais vomi sur le papier toute la haine, toute la colère, tout le ressentiment. Au fil des pages, elle se rend compte qu'elle est en train d'écrire une autobiographie. Son cri prend forme, ses blessures se déposent noir sur blanc sur le papier. Grâce à l'écriture, elle trouve enfin le courage de parler à son père. Elle lui confie son mal-être et contre toute attente, il l'écoute. Il comprend et ensemble ils entament les démarches pour obtenir un divorce. Dès que j'ai commencé à écrire, je trouve la force d'aller trouver mon père et de lui dire « Soit tu me laisses rentrer à la maison, soit je vais partir où vous n'allez plus jamais me retrouver, soit je vais me suicider et à ce moment-là, je ne me raterai pas. » Il a rigolé et il m'a dit « Tu es bête, rentre à la maison. » À ce stade, on pourrait se dire enfin, elle va sortir de là, ça y est, elle voit le bout du tunnel, mais le destin ne lui laisse décidément aucun répit. Son père meurt brusquement d'une crise cardiaque. Elle se retrouve une fois de plus sans défense, seule, mais pas sans force. Elle décide, avec l'appui de sa mère, de poursuivre les procédures pour le divorce. Malgré les obstacles et les douleurs, elle y arrive. Elle obtient gain de cause. Elle divorce enfin. Après tout ce qu'elle a traversé, Jaili pense pouvoir recommencer. Elle tombe amoureuse. Cette fois, elle l'a choisi. Elle accepte même d'être à nouveau une seconde épouse, mais sa seule condition est de pouvoir poursuivre ses études. Il accepte. Elle s'inscrit à Douala en gestion commerciale sous l'insistance de son mari. Ce n'était pas son rêve. Rappelez-vous, elle voulait être journaliste, étudier la communication, mais bon, c'est pas grave, elle s'accroche quand même. Quelque temps après, Jaili apprend qu'elle est enceinte. Elle rentre à Maroua et là, tout bascule. L'homme qu'elle pensait aimer change. Éloignement, insultes, interdiction de sortie, coups de pied, coups de poing, gifles. Jaili ne le reconnaît plus. Il va poursuivre le même cycle, violence, bijoux, violence, voyage. Et Jaili va endurer cela pendant 10 ans. De cette union naîtront 2 filles. Et ce sont ces 2 filles qui vont lui ouvrir les yeux. Elle veut un avenir différent pour ses enfants. Elle décide de fuir à Yaoundé et trouve un travail grâce à son BTS en gestion. Ça aurait pu bien se passer. Mais son mari ne la laisse pas en paix. Il kidnappe leur fille sur le chemin de l'école et lui laisse 2 solutions. Revenir ou ne plus les voir. Qu'auriez-vous fait? Iba, Amal, elle, choisit de se battre. 2 ans sans voir ses enfants. 2 ans d'absence imposée, mais surtout 2 ans de reconstruction.
Et pendant tout ce temps, elle écrit en secret, en silence, en résistance. En 2010, son premier roman voit le jour. Un cri, un message, une victoire. En plein exil à Yaoundé, elle écrit son premier roman, Waland, l'art de partager un mari. Un titre fort, un sujet brûlant, la polygamie, le mariage précoce, la souffrance silencieuse des femmes du Sahel. Le roman relate l'histoire de 4 femmes coépouses vivant sous le même toit. Elles attendent leur tour, leur amour morcelé, leurs rêves mis en pause. Un quotidien que Jaili ne connaît que trop bien, finalement. À travers ce thème, elle, elle dénonce, ébranle les certitudes, choque les traditionalistes, mais surtout, elle ouvre le débat. Waland est un tournant. Le livre reçoit le prix du jury de la Fondation Klaus à Amsterdam. Il est traduit en arabe, diffusé au Moyen-Orient et au Maghreb. Au Cameroun, il entre au programme des classes de première et terminale de la section anglophone. Tout ceci était inespéré. Forte de ce succès, Jaili ne s'arrête pas là. En 2012, elle fonde l'Association des femmes du Sahel. Objectif, accompagner, écouter et sensibiliser les jeunes filles et les femmes sur les mariages précoces. Aujourd'hui, avec l'association, nous scolarisons 500 enfants. Chaque année, nous ouvrons des bibliothèques pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la lecture. J'ai une bibliothèque à Douala et puis surtout une campagne de sensibilisation chaque année dans 15 établissements scolaires dans le Grand Nord Cameroun pour sensibiliser les filles sur l'importance de l'éducation, l'importance pour elles d'avoir des diplômes et comment se prémunir des violences, notamment le mariage précoce et forcé et le harcèlement sexuel à l'école ou sur. Après la parution de Waland, elle se marie, et oui encore, et cette fois, heureusement, c'est le bon. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et ont eu 2 magnifiques enfants. On aurait pu s'arrêter là, mais cette réussite marque en fait le début de sa carrière d'auteur engagé. En 2013, elle revient avec un nouveau roman, Mystery Joe, la mangeuse d'âmes. Un titre fort, une œuvre plus symbolique, plus mystique aussi, mais toujours résolument féministe. Elle y explore le sort des femmes accusées de sorcellerie, souvent rejetées, exilées, effacées. C'est un sujet tabou qu'elle va transformer en littérature vivante et dénonciatrice. Grâce à ce livre, le journal L'Œil du Sahel la classe parmi les 5 femmes les plus influentes du Nord Cameroun. Mais Amal ne s'arrête toujours pas là. Elle sait qu'il lui reste encore des choses à dire. Elle sait qu'il lui reste beaucoup à dire, à dénoncer, à raconter. Elle rêve d'un roman qui aborde toutes les formes de violence que peut subir une femme, des violences qu'elle a elle-même subies dans sa chair. Lors d'une dédicace de Mystery Joe, un homme l'aborde. Il fait partie d'une association de la préservation de la culture Peul. Il lui tend un papier. Dessus, un texte en Peul intitulé « Les conseils d'un père à sa fille ». Et là, c'est un peu le choc. Toutes ces paroles, elle les connaît par cœur. Ce sont ces mêmes conseils qu'on donne à chaque jeune fille quand on veut la donner en mariage. Sois patiente, ne te plains pas, supporte. C'est le point de départ de son 3e roman, Mounial. Ce mot qui signifie patience, mais une patience douloureuse, imposée, étouffante. En 2017, elle publie Mounial, Les larmes de la patience. Avec ce roman, elle dénonce les mariages forcés, les traditions étouffantes, les violences faites aux femmes, et comme il fallait s'y attendre, c'est une vraie claque. Et pour cause, Mounial va littéralement tout péter. En 2018, Mounial est sélectionnée par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. En 2019, elle remporte le prix de la presse panafricaine au Salon Paris Livre. 2 mois plus tard, le premier prix Orange Livre en Afrique. La même année, Cameroun Tribune déclare Mounial livre de l'année. Et surtout, Mounial entre au programme scolaire camerounais pour les classes de terminale. Une première, une vraie victoire pour la littérature africaine, pour les femmes, pour la vérité. En 2020, la maison d'édition Emmanuel Colas propose de retravailler Mounial pour la rendre plus accessible à un public large. Il devient ainsi Les Impatientes. Et si on pensait qu'elle avait déjà tout gagné, cette fois, ça va encore monter un cran au-dessus.
Les impatientes et finalistes du prix Goncourt 2020, lauréat du prix Goncourt lycéen, prix France Culture pour sa version audio, 7 fois choix Goncourt à l'international. Mais le Goncourt, en fait, c'est juste la Coupe du monde de la littérature. Et là, les personnes qui n'ont jamais lu se disent, la Coupe du monde, il faut que le Cameroun gagne. Pour ma part, j'ai gagné 7 Goncourt à l'international. Oh, tu as gagné combien? 7. 7 Goncourt à l'international. Oui, le Goncourt du Royaume-Uni, le Goncourt de la Grèce, de la Serbie, de l'Algérie, de la Tunisie, de la République tchèque, et puis le Goncourt de l'Orient qui, lui, réunit 10 pays arabes. Donc, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Érythrée, Iran, Irak, Jordanie, Émirats arabes unis, Qatar, et j'en passe. Le roman est traduit en plus de 20 langues et vendu à 500 000 exemplaires rien qu'en France. Rien qu'en France. En fait, je sais pas ce qui... Ça veut dire 20 langues, donc seulement en France. Ce n'est même pas, il n'y a pas que la France qui achète l'édition en français, mais seulement en France, 500 000 exemplaires. Qu'en est-il de tous les autres pays, en fait? Tous les pays où elle a été choix Goncourt, tous les pays où on a traduit son livre. Donc, je ne sais pas si vous réalisez l'impact que Les Impatientes a eu. Les Impatientes devient le cri des femmes sahéliennes, le cri des épouses oubliées, le cri des filles sacrifiées. C'est trop profond. Mais encore une fois, Amal n'a pas dit son dernier mot. En 2022, elle revient avec un autre roman, Cœur du Sahel. Cette fois-ci, elle tend l'oreille aux plus invisibles de toutes, les domestiques. Ces jeunes filles venues des campagnes, souvent mineures, exploitées, maltraitées, celles qu'on appelle les bonnes et dont personne ne raconte jamais l'histoire. Encore une fois, Djaïli Amadou Amal transforme le silence en récit. Un roman poignant, brut mais nécessaire. Cœur du Sahel ressort Grand Prix littéraire du Mont Cameroun, Prix des lecteurs Clamart, Prix de Gaulle, inscrit au programme de 4e au Cameroun et sélectionné parmi les choix Goncourt de l'été. Elle prouve une fois encore que la littérature peut dénoncer, éveiller et surtout guérir. En août 2024, Djaïli Amadou Amal publie son 5e roman et aussi le plus récent, Le Harem du Roi. C'est l'histoire d'une femme instruite, mariée à un homme moderne, médecin, tout ce que vous voulez. Son père étant roi, un jour, il devient lamido et son monde bascule. Elle entre dans un harem, elle découvre un monde où l'amour se mêle au pouvoir et la liberté à la tradition. Le roman interroge fortement jusqu'où une femme est-elle prête à aller pour préserver son couple? Qu'est-ce qu'on sacrifie au nom de l'amour? Et surtout, à quel moment est-ce que le compromis devient un renoncement? Avec le harem du roi, Amal explore encore une fois les tiraillements internes et intimes des femmes sahéliennes, entre modernité et coutume, entre désirs personnels et attentes sociales. Je ne sais pas pour vous, mais tout ça me donne mais alors très envie de lire ces romans. Vraiment, je kiffe. Je vais quand même essayer de vous mettre les liens de tous ces livres en commentaire, ou du moins les noms. Je suis sûre que vous pouvez les retrouver en e-book, en ligne ou même en librairie. Donc, n'hésitez vraiment pas à découvrir les œuvres de cette femme au parcours absolument incroyable. Maintenant qu'on a retracé sa vie, on peut se dire une chose. Djaïli Amadou Amal, ce n'est pas juste une auteure, c'est une résistante, c'est une battante. Elle écrit pour toutes celles que l'on fait. Elle écrit pour toutes celles que l'on fait. Bref, j'essaie d'être sérieuse là. Oh. Elle écrit pour toutes celles que l'on fait taire, pour ses filles, pour les miennes, pour les tiennes, pour les nôtres. Ah, c'est trop bas. C'est beau ça. C'est beau ça, non? C'était beau. Hein? Et si aujourd'hui son nom résonne jusqu'au plus grand prix littéraire, c'est parce qu'elle a osé parler. Alors, toi aussi, fais du bruit. Et si son histoire t'a touché, partage-la. N'hésite pas à lire ses romans parce que plus on partage ses mots, plus on donne de la force à toutes celles qui subissent encore dans l'ombre. Maintenant, dis-moi, connaissais-tu son histoire?
As-tu déjà lu Mounial, Les Impatientes ou même Le Harem du Roi? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et quel auteur africain tu veux découvrir dans une prochaine vidéo. Parce que l'Afrique a des voix puissantes et ici on ne les laissera plus en sourdine. Avant de se quitter, souviens-toi d'une chose. Peu importe d'où tu pars, ton histoire peut guérir. Elle peut libérer. Et surtout, elle peut inspirer.